On va faire une petite prière pour évoquer les bons esprits qui nous sont envoyés en permanence, qui sont toujours à la disposition de tous ceux qui sont avec de la bonne volonté et dans le désir de faire le bien, pour les remercier de cette occasion qu'on a d'être aujourd'hui réunis pour pouvoir étudier un des aspects de cette loi de réincarnation, hein, notamment le pourquoi passage par l'enfance et l'oubli du passé. Que tout cela puisse nous aider à comprendre déjà ce qui se passe en nous-mêmes, à comprendre aussi toutes ces lois universelles qui gouvernent le monde spirituel et dans lesquelles on trouvera le chemin pour notre évolution, pour devenir meilleur, pour aller vers le bien, le beau. Et on espère aussi que le cours d'aujourd'hui puisse être utile aux esprits qui sont avec nous, hein, que ce soit des esprits familiers ou des esprits même qui chercheraient à nous détourner de notre chemin. Voilà. Alors, nous sommes le 5 mai, donc on est au dernier guide d'études du module 5 qui est sur la réincarnation, hein. On a vu les fondements et les finalités, on a vu les preuves de la réincarnation, on a vu comment se fait le retour à la vie corporelle, hein, comment est-ce que l'esprit se réincarne, et on a vu aussi la programmation de la réincarnation, le plan de vie. Et aujourd'hui, donc, on va voir le dernier module qui est l'enfance, pourquoi on passe par le stade de l'enfance et l'oubli du passé. Alors, on parlait à l'instant avec Benoît de Philippe Guillemont, hein, au sujet du programmation de la réincarnation. Je suis en train de lire son livre qui s'appelle La route du temps. Et ça m'a beaucoup fait penser au cours justement de dimanche dernier, hein, parce que lui dit toujours, enfin il dit que le futur existe déjà, hein, mais il y en a plusieurs des futurs, et c'est là que réside notre libre arbitre pour choisir vers quel futur on va, en disant qu'il y a, alors là j'en suis au chapitre où il parle des synchronicités, des coïncidences, en montrant comment parfois le hasard fait bien les choses, et comment on fait pour nous reconnaître des signes du hasard, enfin, comment est-ce qu'on fait pour reconnaître le fait que, par exemple, il y a un oiseau qui passe dans le ciel, qu'on regarde quelque part, qu'on voit un chevreuil qui se balade pour trouver un chemin dans la montagne, hein, c'est l'exemple qu'il donne dans ses balades dans les Hautes-Alpes. Et alors que quand on fait le parallèle avec la philosophie spirit, c'est intéressant, hein, on voit qu'effectivement, on a fait un plan de vie, donc notre futur est déjà écrit, d'accord, puisque on l'a déjà programmé, hein. Qu'on garde quand même notre libre arbitre, c'est-à-dire de suivre le programme qu'on a fait ou pas, hein, et que au cours de notre vie, ben, il y a des circonstances apparemment fortuites qui se produisent pour nous amener vers ce chemin qu'on a choisi à l'avance, hein. Donc, c'est marrant parce que tout ce qu'il dit, en fait, c'est vrai, mais comment dire, nous, on a un élément supplémentaire qui est cet élément spirituel, hein, programmation de la réincarnation, comme on l'a vu dans la semaine dernière, et qui permet de mieux comprendre ce qu'il explique, hein, de mieux comprendre ce qu'il décrit. Donc il le sent bien, hein, mais il lui manque cette information. C'est comme quand il dit, pour le phénomène de la vie, par exemple, il y a des informations qui viennent du vide. Il manque des informations. On n'en a pas assez, donc il y a des informations qui viennent du vide. Mais le vide, c'est quoi? Le vide, dans le sens du physicien, c'est tout ce qui n'est pas physique, hein. Donc, par exemple, le monde spirituel, le Père-Esprit, qui n'est pas de la matière physique tangible étudiée par la physique, ben, il assimile ça au vide. C'est le mot qu'il emploie pour pouvoir le décrire. Et là, encore une fois, donc, on voit bien ce qu'il décrit, mais quand il dit que c'est le vide, nous, on dit bah, c'est l'influence de l'esprit, du Père-Esprit, l'influence de l'esprit sur la matière, quoi. Hein, il va falloir que je prenne ma plume pour écrire un petit peu sur le sujet, quoi, parce que
Alors, il a quand même eu des contacts avec des mouvements New Age, hein. Je ne sais pas s'il a lu le livre des esprits, je ne suis pas sûr. Il faudrait d'ailleurs que j'essaye de le voir un jour. Mais il cite souvent des livres ésotériques, tu vois, du genre Dialogue avec l'ange, ou des choses comme ça, dans lesquels il retrouve un certain nombre de signes. Mais ça reste quand même assez abstrait, quoi, hein. Il va pas dans le monde spirituel de façon aussi concrète que nous, les spirites, que ce que Kardec nous a enseigné. Oui, l'esprit existe, oui, il a un corps spirituel. Ce corps spirituel se lie molécule à molécule, comme on l'a vu la semaine dernière au corps physique. C'est ça qui explique l'embryogénèse. On a fait une programmation avant de se réincarner. Petit à petit, les circonstances de la vie feront que on arrivera vers ce programme. Hein, les choix qu'on fera à un moment donné entre plusieurs chemins ou plusieurs alternatives vont dépendre de tout ce qu'on conserve hein, dans notre subconscient, de ce choix qu'on a fait au départ, etc. On a quand même, je dirais, un terrain beaucoup plus concret, hein, alors que lui, bon, il a un terrain concret qui va dans la mécanique quantique, hein, et quelque part, il s'inspire de ce qu'on observe au niveau des particules, hein, notamment les phénomènes d'intrication quantique et puis l'effondrement quantique qui se produit au moment où un observateur cherche à observer ce qui se passe, hein. Donc, il y a plusieurs chemins possibles, plusieurs futurs possibles hein, pour la particule, mais à partir du moment où on observe, il y en a une hein, qui a une probabilité connue, hein, qui va prendre la préférence, hein. Donc, c'est intéressant de faire ce parallèle-là, mais extrapoler ça au niveau macroscopique, c'est un pas qui est, disons, un peu grand, quoi, hein. Mais avec les éléments que nous on a spirit, c'est vrai qu'on arrive à comprendre, on arrive à mettre des causes, des raisons, des interventions personnelles de nous-mêmes, hein, même inconscientes ou subconscientes, qui permettent mieux d'expliquer les choses. Alors venons-en au thème de l'enfance et de l'oubli du passé. Question 383 du livre des esprits, parce que l'enfance, bon, c'est quand même une période d'une décennie ou deux, hein, pendant laquelle on est obligé de tout réapprendre. On a, comment dire, l'esprit n'a pas encore retrouvé toute son influence, hein. On est quand même assez ouvert à l'éducation, un peu comme une éponge, hein. On absorbe tous les enseignements théoriques et moraux qu'on nous donne, hein. Après, il y a l'âge de l'adolescence où comment dire, notre vraie personnalité refait un peu plus surface, hein. En général, l'enfant se rebiffe un peu, construit son identité. Enfin bon, ce sont toutes les phases qui sont bien connues hein, de cette période-là, qui est un petit peu plus difficile à gérer, pour ensuite arriver plus ou moins tard selon le cas, hein. Il y en a qui sont plus précoces, d'autres qui sont plus lents, au stade adulte où, je dirais, notre esprit, quelque part, reprend le plein contrôle de notre individualité, mais où il a quand même bénéficié de tous les apports qu'il a reçus dans ces phases de l'enfance, hein. Et c'est justement ce que nous disent les esprits en réponse à la question 383, où Kardec a demandé quelle est pour l'esprit l'utilité de passer par l'état d'enfance. La réponse est l'esprit s'incarnant en vue de se perfectionner est plus mal accessible pendant ce temps aux impressions qu'il reçoit et qui peuvent aider à son avancement, auxquelles doivent contribuer ceux qui sont chargés de son éducation, hein. Donc l'enfant, il n'a pas encore son caractère d'avant, hein. Il est quelque part un peu plus ouvert, un peu plus neutre, je disais comme une éponge, hein, qui va absorber l'éducation qu'on lui donne, hein. Alors, c'est là où on peut se poser tout un tas de questions, hein. Je reviens à mon enfance à moi, c'était il y a quand même un demi-siècle, hein, plusieurs décennies. Et encore aujourd'hui, moi, je me rappelle de l'éducation que m'a donnée mon père et ma mère. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous.
Et avec le recul, quand je regarde, hein, il y a des choses qui me disaient, ben voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça il faut l'éviter, ça il faut, hein, au sujet du tabac, au sujet des drogues, au sujet de l'alcool, au sujet de plein de choses qui m'avaient dit, qui m'avaient aidé. Et donc aujourd'hui, je me rends compte avec le recul à quel point, hein, même si dans l'adolescence, je me suis rebiffé un peu, hein, j'ai quand même commencé un peu à fumer, j'ai pris quelques bitures, etc., comme hein, surtout les troisièmes mi-temps de rugby et des choses comme ça. Hein. J'ai connu tout ça, mais je m'aperçois qu'avec le recul, hein, finalement, ils ont énormément contribué à ce que je suis aujourd'hui. Hein. Ces impressions que j'ai reçues à l'état d'enfant sont vraiment été extrêmement utiles pour moi. Hein. Et je me rappelle toujours d'un des enseignements de mon père, qui lui était dans la ville où on habitait, adjoint au maire. Le maire, ben, il était sénateur, hein, donc c'était un homme politique, même questeur du Sénat. Hein. Donc c'était un homme qui faisait beaucoup de politique. Et mon père s'est toujours refusé à faire de la politique. Il disait, écoute, moi je suis là pour aider, pour travailler, mais je ne veux pas faire de politique. Et ça, les politiques, en fait, ils adorent. Ils adorent d'avoir comme ça des chevaux de trait qui se mêlent pas de la politique et puis qui font le maximum pour satisfaire la population. Hein. C'est un petit peu comme ça que ça avait fonctionné. Et je me rappelle depuis tout petit, mon père me disait, la politique, alors je vais utiliser des mots polis, c'est une dame de mauvaise compagnie. Hein. Et ça m'a marqué, et jusqu'à aujourd'hui, voilà, je reste encore imprégné par ça, à relativiser énormément. Hein, c'est jamais rentré dans des discussions, dans des polémiques ou des discussions de partis, des choses comme ça, parce que voilà. Et ça, c'est un des héritages de l'éducation que m'a toujours donné mon père, quoi. Et je pense que vous tous, quand vous observez ce que vous avez reçu, vous pouvez vous rendre compte de ça. Maintenant, aujourd'hui, comment ça se passe? Hein, c'est un peu plus compliqué. Hein. Il y a les réseaux sociaux, il y a Internet. Bon, est-ce que c'est vraiment une bonne éducation? Est-ce que c'est vraiment contrôlé? Pas vraiment. Il y a tout et n'importe quoi. On voit que nos enfants aujourd'hui sont bombardés de plein de choses qui ne sont pas forcément bonnes. Hein. Et ça se reflète aussi dans ces nouvelles générations. Hein, où on voit ben, des difficultés, des problèmes qui viennent, des illusions hein, qui amènent les enfants à des difficultés, quoi, quand ils grandissent. On voit des cas d'automutilation, on voit des violences très très jeunes, hein, chez des très jeunes. On voit aussi de la dépression, on voit plein de soucis. Hein, euh, alors, je ne dis pas que je suis jamais passé par ce genre de difficultés, mais pas au même degré que ce qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui aussi, ben, notre société veut que, voilà, les conditions de vie étant ce qu'elles sont, en général, dans la majorité des cas, les deux parents travaillent. Je ne dis pas que c'est bien ou c'est pas bien, mais quand les deux parents travaillent, c'est sûr qu'il y a un peu moins de temps pour les enfants. Hein. Ma mère qui ne travaillait pas, bon, parce que elle voulait, enfin si elle travaillait quand même, mais elle aidait mon père dans sa petite société pour faire les lettres, la comptabilité et tout ça. Mais elle avait quand même beaucoup de temps à nous consacrer, hein, notamment pendant les vacances et tout. Mais c'est pas pareil, quoi. Aujourd'hui, ces choses-là sont un peu plus difficiles. Les enfants sont soit livrés à eux-mêmes, soit mis dans des crèches, soit éduqués par des nounous, des choses comme ça. Et c'est pas tout à fait la même chose que l'éducation par les parents. Hein. Même si, moi je le reconnais, hein, on a aussi eu un enfant. J'ai appris un peu trop tard à être parent. Hein. Et comment dire, c'est là où avec le recul, je me rends compte, bah, tu aurais pu mieux faire. Hein. Bon, alors, on ne se culpabilise pas, hein, on essaie toujours de faire au mieux chaque fois, hein, même, et puis voire même de supporter ou d'essayer de rectifier autant que ce soit encore possible les conséquences de ce qu'on a peut-être un peu omis. Hein. Mais voilà, donc le but de l'enfance, en fait, c'est ça. Et c'est quelque chose qu'il faut rappeler, surtout aujourd'hui, en disant, attention, nous, en tant que parents, on a quand même une responsabilité, voire même de grands-parents. Hein, on a une responsabilité pour profiter, je dirais, de cette période de l'enfance pour
leur donner les bonnes bases, des bases qui sont solides, hein, des références. Et si on ne le fait pas, ben, quelque part, c'est une omission qui, on va en être partiellement responsable, quoi. Le bien qu'on aurait pu faire, l'éducation qu'on aurait pu donner à nos enfants et qu'on n'a pas donné. Il y a l'école aussi, mais l'école ne donne pas vraiment d'éducation. L'école donne plutôt une instruction, hein. À l'école, les enfants apprennent à lire, à calculer, ils apprennent l'histoire, la géographie, mais c'est voilà. De mon temps, on avait en Alsace du moins, hein, l'Alsace n'est pas tout à fait laïque comme le reste de la France. Il y avait les cours de religion, hein, où il y a le curé qui venait, mais parlait plus de dogme que de moralité, mais il parlait quand même un peu de moralité. Je me rappelle aussi avoir eu des cours d'éducation civique, ou je ne sais plus trop comment, enfin c'est l'équivalent, hein, il y a plusieurs noms qui ont été donnés à cela. Mais l'école, son but premier, c'est de donner de l'instruction. Et l'éducation, c'est plus que de l'instruction, hein, c'est l'instruction, mais c'est aussi donner ses bases et ses références dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Et ça, ben, c'est quand même la mission première des parents, hein. Les parents qui disent non, ils vont être éduqués à l'école. Non, à l'école, ils vont être instruits, hein. Euh, et c'est justement à l'école, en fait, qu'on voit aujourd'hui aussi de plus en plus de difficultés amplifiées par les réseaux sociaux, de harcèlement, de bullying et d'autres choses, hein, qui sont encore une fois des nouveaux challenges. Si l'enfant il n'a pas des parents derrière, enfin une base solide sur laquelle il peut venir se raccrocher, rechercher un peu de sécurité, de la consolation, ben voilà. Parce que moi je me souviens, on a eu un peu ce genre de difficulté. Quand vous allez voir le CPE, bon ben, il prend note, mais tant que c'est pas trop grave, il fait pas grand-chose, quoi, hein. C'est uniquement quand vous voyez ben, on a eu plusieurs cas récemment, hein, d'enfants qui se suicident à cause de ce bullying, mais même sans en arriver à ces extrêmes, hein, le bullying peut engendrer des conséquences psychologiques que l'enfant pourra porter pendant plusieurs années, même dans la phase adulte, hein. Donc, c'est là où on voit, hein, l'importance de cette éducation pendant l'enfance et comment aujourd'hui il faut bien faire passer ce message, hein, pour pas que pour essayer de pallier aux différents inconvénients qu'on observe. Voilà. Alors, l'Évangile selon le spiritisme, chapitre 8, item 4. Hein, chapitre 8, je crois, c'est laisser venir à moi les petits-enfants, hein, il nous dit, à partir de la naissance, les idées de l'esprit reprennent graduellement leur essor au fur et à mesure du développement des organes. Donc, vous voyez, dans la période de l'enfance, comme je disais tout à l'heure, l'esprit est encore en train de se réincarner, hein. Il n'a pas encore, hein, je dirais, le lien entre l'esprit et le corps est, est encore, je dirais, se complète vers l'âge de 7 ans à peu près, hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enfants qui, avant 7 ans, ont des amis imaginaires, se rappellent de vies passées, voient des bonhommes noirs, des choses comme ça. Et après 7 ans, beaucoup de ces choses-là disparaissent naturellement, hein. C'est lorsque l'esprit il est vraiment ancré plus fortement dans son corps, hein, c'est ce qu'il dit. Et donc, ses idées, c'est-à-dire sa vraie personnalité, elle ne vient pas tout de suite à l'enfance. Alors, on verra des enfants qui auront plutôt une tendance douce, d'autres qui auront plutôt une tendance violente, d'autres qui auront plutôt une tendance égoïste. On reconnaît ces tendances très très tôt, hein, dans l'enfance, hein. Donc, même si l'esprit, si ses idées ne sont pas encore vraiment venues, on en aperçoit quand même des bribes. Et c'est là justement tout l'art de l'éducation, quoi. C'est dès qu'on arrive à détecter, par exemple, une tendance à l'égoïsme, bah, de travailler, hein, de lui expliquer que c'est pas le bon chemin, qu'il vaut mieux partager, c'est commencer à travailler ce genre de valeurs. Alors, si ça se trouve, il restera égoïste après, hein, l'égoïsme sera plus fort et finira par reprendre le dessus, mais ce qu'on aura pu travailler dans cette période de l'enfance, c'est clair que
ça va l'aider à être un peu moins égoïste ou voire à pouvoir mieux résister à ces tendances égoïstes grâce à ces valeurs, grâce à cette éducation qu'on a reçue, que les enfants, pendant la période de l'enfance. Voilà. D'où l'on peut dire que, pendant les premières années, l'esprit est véritablement enfant parce que les idées qui forment le fond de son caractère sont encore assoupies. Vous voyez, c'est bien dit. Hein, c'est là où on peut effectivement en profiter. Alors, je vais ouvrir une autre parenthèse ici. Ce qui est assez triste et assez malheureux de voir, c'est que ce principe-là, il est bien connu, mais il est parfois utilisé à mauvais escient. Hein. Quand je vois des fois des reportages sur l'éducation, enfin, on imagine ce que peut être l'éducation en Corée du Nord, hein, où on fait de l'endoctrinement des enfants dès le bas âge. Hein. Quand je vois les reportages parfois des écoles dans des pays africains, hein, la dernière fois que j'ai vu, c'était sur le Sénégal, où on voit des écoles qui sont financées par des islamistes et puis des enfants depuis tout petit qui récitent le Coran. Ben, c'est là où on comprend que eux, ils ont bien compris la chose et malheureusement, au lieu d'utiliser cette période de l'enfance pour le bien, hein, ils l'utilisent à des fins politiques ou à des fins religieuses ou de propagande. Hein. C'est là où on voit que, hein, parce que mettez-vous à la place d'un Coréen du Nord. Vous êtes né en Corée du Nord et puis on vous explique depuis tout petit que Kim Jong-un c'est un dieu, etc. Ben, hein, vous allez avoir une forte probabilité de garder ça plus tard et puis de vraiment considérer, même à l'état adulte, que c'est vraiment un dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Hein. C'est très rare, il faut vraiment que ce soit un esprit fort qui, après, en sortant de la période de l'enfance, se rebiffe contre ça et s'y oppose. Hein. Et en général, ce sont ceux-là qui s'expatrient. Hein. Vous avez quelques Coréens du Nord qui ont réussi à partir de la Corée et qui témoignent. Et là aussi, c'est vraiment édifiant de voir euh, tout ce que ça leur a pesé, la force et le courage qu'ils ont dû avoir pour pouvoir se sortir de là. D'accord? Donc, notre appel, hein, l'appel des spirites, c'est de dire, soyons conscients de ça et utilisons-le à bon escient. Alors, il y a une autre tendance aussi qu'il faut signaler ici, c'est beaucoup de parents disent, non, moi je ne vais pas parler à mon enfant de spiritisme ou de catholicisme ou de religion parce que je veux le laisser libre de choisir quand il sera plus grand. D'accord? Alors, ça aussi, c'est une erreur. Alors, qu'il ne faille pas endoctriner, c'est un fait, c'est évident. Hein. Mais de là à s'abstenir à parler de valeurs morales universelles, du bien et du mal, à parler de l'égoïsme ou de l'orgueil et de l'humilité, si on ne fait pas ça pendant l'enfance, c'est clair que ce sera plus difficile par après. D'accord? Donc, c'est un raisonnement qui parfois nous pousse ou donne une excuse justement pour l'omission de s'occuper de ses enfants. D'accord? Donc là aussi, il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Parce que de toute façon, hein, même si nous, en l'occurrence, on a toujours parlé de réincarnation et de médiumnité même à notre enfant, mais bon, aujourd'hui, il ne veut plus rien savoir. Que vous le vouliez ou non, quand il sera plus grand, il fera son choix. Vous voyez? Mais le peu que vous avez parlé, le peu que vous avez réussi à semer quand il était petit, ça va quand même lui servir dans sa vie et ça va lui servir plus tard. Hein. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais voilà. Hein, c'est le fait de dire non, je ne lui donne pas d'enseignement religieux du tout parce que je veux le laisser absolument libre, c'est pas toujours une bonne excuse. Hein. Ça part d'un souci qui peut paraître légitime, mais non, il faut quand même donner ses valeurs, hein, ses repères, ses références, comme on les appelle, ses valeurs morales universelles, quand il est petit, parce qu'après, de toute façon, il fera son choix. S'il ne veut pas les suivre, il ne les suivra pas. Voilà. Donc voilà.
pendant l'enfance, hein, les idées de l'esprit sont encore assoupies. Hein, et c'est à partir de l'adolescence que petit à petit, elles ressortent. Voilà. Donc ça, c'est pour la période de l'enfance, à quoi elle sert. Jésus disait, laissez venir à moi les petits-enfants, hein, le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. Hein. Donc Jésus était très conscient que parmi tous ces enfants qui venaient à lui, il y avait des esprits un peu retors voilà, hein, qui allaient avoir encore du chemin à parcourir pour arriver jusqu'à ce qu'ils appelaient le royaume des cieux. Mais quand il a dit le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent, là il parlait clairement des adultes, hein, mais qui gardent comment on peut dire, la simplicité, le fait d'être authentique, d'être direct, hein, ces caractéristiques donc de l'enfance qui font toujours l'admiration des parents, des grands-parents et de ceux qui sont proches d'eux, quoi. Hein. Ce que Jésus condamnait par là, c'est tout ce qui est calcul, je lui donne parce qu'il va me donner, tout ce qui est masque, tout ce qui est seconde ou troisième intention, tout ce qui est manque de désintéressement. C'est ça qui condamnait, parce que c'est vrai que tout ce qu'on fait par calcul, on ne le fait pas par charité, puisque la charité, elle donne sans rien attendre en retour. Hein. C'est faire le bien pour faire le bien. C'est pas faire le bien pour en espérer des récompenses ou des choses comme ça. Hein. Euh, et les enfants, ils ont un petit peu cette caractéristique-là. Hein. Justement parce que leur vrai caractère, leurs vraies idées sont encore assoupies. D'accord? Donc ça, c'est la première partie du cours d'aujourd'hui. C'est là pourquoi on passe par la période de l'enfance. La deuxième partie, c'est l'oubli. Pourquoi est-ce qu'on oublie les vies antérieures, hein. Et donc là, la première citation vient aussi de l'Évangile selon le spiritisme, chapitre 5, où Kardec nous dit « C'est en vain qu'on objecte l'oubli comme un obstacle à ce que l'on puisse profiter de l'expérience des existences antérieures. Si Dieu a jugé à propos de jeter un voile sur le passé, c'est que cela devait être utile. En effet, ce souvenir aurait des inconvénients très graves. Il pourrait, dans certains cas, nous humilier étrangement, ou bien aussi exalter notre orgueil, et par cela même, entraver notre libre arbitre. Dans tous les cas, il eût apporté un trouble inévitable dans les relations sociales. » D'accord ? Alors, tout est dit de façon résumée dans ce paragraphe. Pourquoi est-ce qu'on oublie le passé? C'est parce que l'esprit, ici on est incarné dans un corps physique qui est dans un monde quadridimensionnel, 3 dimensions pour l'espace, 1 dimension pour le temps, alors que l'esprit, il est alors si on en suit la conscience, suivant Guillemot, il faut mettre 6 dimensions supplémentaires, donc on arrive à 10 dimensions, et il dit là, je ne modélise pas encore l'esprit. Si je veux modéliser l'esprit, il faudrait encore des dimensions supplémentaires. Donc forcément, quand on passe de ce monde multidimensionnel à un monde quadridimensionnel, il y a de la perte au passage. Et l'oubli, en fait, vient un peu de là. Mais notre esprit qui est incarné en nous, à l'état de veille, il a son état de conscience. Et la psychologie, la psychiatrie connaît bien que la conscience, c'est pas tout. Il y a l'inconscient, il y a le subconscient, et la philosophie spirit dit la même chose. Dans l'esprit, il y a beaucoup plus de choses que ce qui transparaît sur notre conscient. Récemment, dans une conférence, il y a un des conférenciers qui a dit, Georges Andrea, qui a rappelé justement qui était un psychologue spirit, Georges Andrea, qui nous disait, pour se représenter ce que c'est que la conscience par rapport à l'esprit entier, vous prenez un oignon. Et il dit la conscience, vous savez, c'est ces toutes premières parties qui sont une espèce de peau très très fine. Il dit, ça c'est la conscience. Et l'esprit, c'est tout l'oignon. Donc c'est là où on voit que de notre vraie personnalité intégrale, ce qui transparaît dans notre conscience, c'est une partie qui est quand même très très faible. D'accord ? Mais ça ne veut pas dire que le reste de l'oignon n'existe pas. Ça fait quand même partie de nous. Et
entre l'inconscient et le conscient, il y a des liens, il y a des influences qui se font. La psychiatrie étudie ça très bien. Pourquoi est-ce que la psychiatrie, Freud surtout, ou même Jung ou d'autres, vous voyez, ça fait plus d'un siècle qu'il y a des psychiatres et qui sont toujours encore aujourd'hui reconnus par la médecine. La psychiatrie d'aujourd'hui fonctionne, la psychologie aussi, même si elle se base sur un paradigme purement matérialiste, réducteur et limitant, hein. Si la psychiatrie et la psychologie ne fonctionneraient pas, ils n'existeraient plus, on est bien d'accord, hein. La psychiatrie montre bien ces liens entre les influences qu'il peut y avoir entre l'inconscient, le subconscient et le conscient, hein. Et le but justement de la psychiatrie ou de la psychologie, c'est d'essayer de nous aider à améliorer notre conscient par l'étude justement de ces influences du subconscient. Alors, le subconscient que Freud attribue au complexe qu'on a pu avoir dans l'enfance, hein, le complexe d'Oedipe, ou enfin, je ne suis pas un grand spécialiste, mais ce genre de choses. Dans la philosophie spirit, on voit que ça vient de plus loin, ça vient des vies antérieures, ça vient de notre vraie personnalité, de notre personnalité intégrale, sans pour autant rejeter l'influence des parents, hein, comme on l'a vu dans l'éducation il y a peu de temps, hein. C'est clair que l'influence des parents, l'influence aussi de la société dans laquelle on est né, hein, grandir en France ou grandir en Corée du Nord ou grandir dans un pays avec une culture orientale différente de la nôtre, va apporter une influence sur votre esprit, sur votre conscience, c'est indéniable. Mais de dire que tout vient de là, non, hein, il y a aussi des choses qui viennent des vies antérieures, hein. C'est le complément que le spiritisme apporte par rapport à ces concepts qui ont quand même donné leurs preuves, hein. Il y a un peu plus que ça. Voilà. Ensuite, pourquoi, donc je vous ai dit, c'est quand on change de dimension qu'on perd, je dis partiellement, du moins cette mémoire de nos vies passées. Mais il y a un autre argument que Kardec souligne ici. Si on se souvenait en permanence des bêtises qu'on a pu faire dans la vie passée, ce serait quand même difficile et lourd à porter, hein. Le fait de ne pas se souvenir de ces bêtises qu'on a fait, le fait que les gens qui sont auprès de nous non plus ne savent pas qui on a été dans le passé et les bêtises qu'on a pu faire, ça nous aide quand même à reconstruire les choses, à nous reconstruire nous. Et vous voyez, alors que si, par exemple, on a été un assassin, si on avait ça constamment à la mémoire et que si nos proches avaient toujours constamment à la mémoire que nous, on a été un assassin, vous imaginez un peu les difficultés qu'on aurait? Ah bah lui, non, bah c'est voilà, c'était un assassin aussi, hein, ce serait très très difficile à porter. Donc ce serait plutôt donc dans le cas où ça nous humilierait, d'accord? Exalter notre orgueil, c'est l'inverse, hein. Si vous avez eu une vie en tant que personnage important qui a eu beaucoup de pouvoir et qui a peut-être mal utilisé ce pouvoir et qui se réincarne ensuite dans une situation beaucoup plus humble, hein, le fait de se rappeler qu'on était quelqu'un avec beaucoup de pouvoir pourrait effectivement exalter notre orgueil dans la vie suivante, alors que la vie suivante, on a choisi une position plus humble justement pour essayer de développer cette humilité, de travailler contre notre orgueil. Donc c'est là où on verrait que on voit que le fait de se rappeler qu'on a été un personnage important dans une vie passée rendrait plus difficile la lutte contre notre orgueil et nos efforts pour cultiver plus d'humilité. Vous êtes d'accord? Ça fait sens tout ça, hein? Voilà. Et par cela même entraver notre libre arbitre. Donc effectivement, on a une nouvelle chance. Le disque dur, il n'est pas remis complètement à zéro, mais il est quand même reformaté, hein. On garde quand même les traces de ce qu'il y avait avant le reformatage, hein, légère, hein, ce qui est nécessaire justement
pour nous aider à avancer, hein, mais on fait comme si on disait table rase pour essayer de recommencer à zéro et d'essayer de construire quelque chose sans forcément traîner de façon consciente et permanente tous les boulets qu'on traîne du passé. D'accord? Voilà. Alors, il eût apporté un trouble inévitable dans les relations sociales. Je vais vous donner quelques exemples. Supposez que, je sais pas moi, Hitler se réincarne. Si tout le monde le reconnaissait en tant que Hitler, ben, le pauvre enfant, hein, ou le pauvre homme ou la pauvre femme, ce serait difficile à porter, quoi. Ou alors, il y a d'autres spéculations du genre, Emmanuel, le guide spirituel de Chico Xavier, ça y est, il s'est réincarné. Ben, tu vois, Benoît, il y a un peu de soleil qui est quand même venu jusqu'à chez nous, là. Donc, ouais, Emmanuel qui s'est réincarné, hein, il se serait réincarné dans un petit garçon quelque part à Sao Paulo. Imaginez si, ah bah ça y est, c'est lui. Oh le pauvre, hein, vous voyez ce que je veux dire? Non, il vaut mieux pas que ça se sache, hein. Il vaut mieux rester dans, je vais regarder ce qui m'est allumé, voilà, ça change pas grand-chose. Il vaut mieux rester dans dans l'anonymat, je dirais, hein. Publius Lentulus, si on reste avec Emmanuel, hein, qui était un sénateur romain qui s'est réincarné en esclave, hein. Heureusement qu'il ne se rappelait pas qu'il était Publius Lentulus, parce que même quand vous lisez 50 ans plus tard, hein, le fameux roman, vous voyez que c'est un esclave qui a quand même encore un peu de traces d'orgueil, hein. C'est un esclave, voilà. Il y a un peu du Publius Lentulus qui est passé par l'esclave, hein, mais ça l'a quand même aidé à travailler cet orgueil et à développer un peu plus d'humilité. Voyez. Donc, c'est par rapport à ça qu'on peut voir l'utilité, hein, et je dirais même les bénéfices d'oublier le passé, hein. Alors, on peut, comment dire, bousculer un petit peu cet oubli, hein, par exemple, en faisant des thérapies régressives, hein, les fameuses thérapies de vie passée, où il y a certains praticiens qui, par l'hypnose ou par la suggestion ou par le magnétisme, hein, et ça se fait depuis un bon siècle, hein, même plus. Le colonel de Rocha pratiquait ça. Il y en a beaucoup d'autres, hein, qui ont écrit des livres sur le sujet, qui faisaient revenir le personnage à son enfance, à la période entre la désincarnation et la réincarnation et les vies passées. Aujourd'hui, vous avez des thérapeutes qui utilisent ces techniques-là pour essayer d'aider des personnes qui ont des phobies, hein, par exemple claustrophobie, agoraphobie, phobie des serpents, phobie de l'eau, etc. Et qui, par les thérapies régressives, arrivent à trouver le traumatisme dans le passé, dans la vie passée, qui a amené à cette phobie, hein. Mais c'est pour ça qu'il faut que ce soit un thérapeute. Et une fois qu'on a trouvé, ah ben oui, voilà, tu es claustrophobe parce que tu as été enterré vivant. Bon, mais il faut aider la personne. OK, qu'est-ce que je fais maintenant avec ça, hein? En disant que oui, j'ai une phobie qui est liée à un traumatisme du passé, mais c'est le passé, ça ne me concerne plus dans le présent, donc il n'y a pas de raison objective pour que je conserve cette phobie. Et faut que le thérapeute il fasse son boulot pour dire, OK, on a détecté la cause, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec cette cause pour vous aider dans le présent, hein? C'est quand même le but de la thérapie. Parce que si c'est mal fait, hein, la personne peut euh, amplifier encore plus sa phobie. Voyez. Donc, il faut être très prudent par rapport à ça, hein. Ça fait partie des lois de la nature, hein. On oublie notre passé dans les circonstances normales, on peut s'en rappeler dans des circonstances exceptionnelles, mais ce qui est, ça c'est le point suivant, hein, si nous n'avons pas pendant la vie corporelle un souvenir précis de ce que nous avons été et de ce que nous avons fait de bien et de mal dans nos existences antérieures, hein, nous en avons l'intuition et nos tendances instinctives sont une réminiscence de notre passé auquel notre conscience, qui est le désir que nous avons conçu de ne plus commettre les mêmes fautes, nous avertit de résister. Donc là aussi, c'est dit de façon extrêmement résumée, mais tout y est, hein. On n'a pas le souvenir précis, hein, de qui on a été, de ce qu'on a fait de bien, de ce qu'on a fait de mal. Et heureusement, comme on vient de le voir, hein.
mais on en garde quand même une intuition. Hein, c'est-à-dire que ça fait partie justement de ces liens entre le subconscient et l'inconscient et notre conscient. Ça vient par l'intuition, avec ou sans l'aide du guide spirituel, d'accord? Et cette intuition se complète aussi par nos tendances instinctives. Hein. On a une tendance à être violent, on essaie de lutter contre cette tendance. On a une tendance vers la sensualité et on lutte contre cette tendance. On a une tendance à boire ou à fumer ou à se droguer et on lutte contre cette tendance. Voyez? Dès qu'on sent ces tendances revenir, ça peut justement donner des signes sur les travers qu'on a pu commettre dans les vies passées. D'accord? Hein? Donc, ce sont ces réminiscences qui viennent comme ça sous forme d'intuition, hein, entre notre personnalité intégrale et notre conscient, hein, pour justement nous aider. Hein. Notre conscience, hein, quand on écoute la petite voix, hein, qui est le désir que nous avons conçu en se réincarnant de se corriger de ses défauts et de ne plus les commettre, c'est la voix de notre conscience qui nous avertit d'y résister. Hein. Si on a décidé de développer l'humilité dans cette vie, si on a ou de comment dire, réduire la violence ou des choses comme ça, hein, ça fait partie du plan qu'on a élaboré avant notre réincarnation, comme on l'a vu la semaine passée. Et ben, ça, c'est quelque chose qui nous marque dans notre conscience. La petite voix de la conscience va être influencée par ces décisions qu'on a nous-mêmes prises. Hein. C'est ce moment-là où on fait le choix, on reconnaît les signes hein, du futur vers lequel on veut aller, si je reprends la terminologie de Philippe Guillemont. Vous voyez? Et donc, normalement, ça devrait nous suffire, hein, pour faire ces choix, justement, et travailler, mettre l'effort là où il faut pour nous corriger, hein, et pour ne plus commettre les mêmes fautes. D'accord? Et après, bon, je pense qu'il y a des éléments supplémentaires qui sont peut-être pas dits ici, quand on a une maladie. Hein. Quand on a une maladie dont l'origine, les médecins ne savent pas nous expliquer d'où ça vient et où ça correspond pas forcément à quelque chose qu'on a fait dans cette vie. Ben, cette maladie peut aussi dénoter les conséquences d'une vie passée. Hein. Je vous ai cité plusieurs fois l'exemple de du nouveau livre, là, le fameux Exit, hein, je me suis tué, qu'est-ce qui s'est passé après? Donc, avec cette femme qui avait ingérer du poison pour se suicider et qui, dans sa vie suivante, allait avoir jeune un cancer des voies digestives. Donc, ce genre de choses, les maladies, par exemple des leucémies quand on est jeune, ou des cancers quand on est jeune, ou même moins jeune, peuvent, si elles n'ont pas de cause dans cette vie, hein, nous donner des indications sur ce qu'on a pu faire dans une vie passée et qui nécessite cette maladie justement pour drainer ces fluides qui sont restés, marques qui sont restés dans notre corps spirituel. D'accord? Donc tout ça, ce sont des éléments sur lesquels on peut s'appuyer pour essayer de comprendre. Mais si on comprend de façon générique cette nécessité de l'oubli du passé, si on comprend, comme c'est écrit un peu plus haut, que ça fait partie de la loi de la nature, hein, si Dieu a jugé à propos de jeter le voile sur le passé, c'est que cela devait être utile. On en revient encore une fois à cette notion de l'existence de Dieu, les preuves de l'existence de Dieu et les attributs de la divinité. Hein. Ça nous permet de nous satisfaire, de dire, OK, voilà, je souffre un certain nombre de choses, j'ai tout le temps la poisse, je suis tout le temps pauvre, chaque fois que je monte un peu, je me recasse la figure, ou j'ai toujours cette maladie, j'ai de l'asthme, j'ai ci, j'ai ça. Hein. Mais c'est certainement quelque chose qui est là pour m'aider à travailler, à mon évolution, c'est quelque chose qui est là pour m'aider à grandir. Hein. À partir du moment où on envisage les choses sous ce point de vue-là, ça nous donnera beaucoup plus de force pour y faire face, hein, pour surmonter ces conséquences, hein, qu'on supporte dans le présent et qui viennent
de notre passé. Ça augmente notre coping, hein, pour utiliser les mots de la médecine ou de la psychologie, face aux difficultés et à la maladie. Et ça nous donnera beaucoup plus de force pour les surmonter. Alors que, à l'opposé, hein, si on dit ah ben pourquoi moi, c'est injuste, Dieu n'a pas été juste avec moi. Si vous avez quelqu'un en face de vous qui vous dit ça, la première question c'est de poser, c'est tiens, Dieu injuste, t'as vu ça où, hein? Vous voyez, il y a une erreur dans le raisonnement, quoi. C'est justement au lieu de faire face à la maladie, justement, de tirer profit de ces situations adverses pour grandir, pour trouver, pour changer, pour prendre ce stimulant pour avancer plus vite, hein, parce que c'est pendant les difficultés qu'on avance, hein. Au contraire, ben, on cherche des excuses, on emprunte des mécanismes de fuite en mettant le tort ici ou là, sur Dieu ou ailleurs, hein, et c'est pas ça qui va nous aider à avancer, hein. Je pense que vous êtes bien d'accord. Enfin, ou pas, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? On a terminé les points principaux. Est-ce que vous avez des commentaires ou des remarques à ce stade? Moi, je peux juste faire un petit commentaire par rapport à tu parlais de ce que tu avais eu comme expérience personnelle, par rapport à la croissance, du monde de l'enfance vers le monde adulte. Oui. Moi, je me souviens pertinemment que quand j'étais un gamin, je ne voulais pas c'est pas que je voulais pas devenir un adulte, c'est pas la question, mais je je voulais pas basculer dans cette lourdeur. Faire partie des adultes, pour moi, c'était devenir un lourd, et quand j'entends lourd, c'était, s'identifier, toutes les formes d'identification à ce qu'on est. Je suis ce personnage, je suis, ça, je suis bien, je suis mal, je suis, ceci, je peux progresser. Toutes ces formes d'identification, pour moi, elles étaient lourdes, et je voulais garder cette, fraîcheur de l'enfance, cette légèreté, cette ouverture sur le monde, cette liberté aussi, hein, de regard, Mhm. et tu parlais tout à l'heure des de la possibilité d'élever des enfants sans leur dire, «Il faut croire à ça». Moi, j'ai eu cette chance d'avoir été libre, c'est-à-dire qu'on m'a pas dit: «Il faut croire à la religion chrétienne, il faut croire», mes parents étaient protestants, peu importe, c'était leur religion, mais ils ne m'ont pas obligé à aller suivre de l'apprentissage de l'Évangile, par exemple, ou de choses comme ça. Ils m'ont laissé totalement libre. Ce qui fait que, personnellement, j'ai pas été de façon spontanée vers la religion. Mhm. Mais j'y suis maintenant. Le Pour moi, le kardécisme est une religion. Donc je le fais par choix et pas par obligation, et c'est beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus, ça a beaucoup plus d'importance. C'est un choix quand on le fait, plus tard, quand on le fait de façon volontaire, que de le faire de façon endoctrinée depuis l'enfance. De faire, voilà, on est moi j'ai eu cette chance d'avoir des parents qui, m'ont fait comprendre les questions spirituelles par d'autres biais. Mon père m'expliquait qu'en chaque personne, il y avait une âme. Non seulement il me l'expliquait, mais il me le montrait sur des gravures où il disait: «Voilà, chaque bougie, chaque flamme, c'est une âme, et quand, la flamme s'éteint, l'âme est partie ailleurs», et ils avaient des façons très poétiques de me parler des sujets qu'on aborde là, et ça m'a vraiment ouvert sur le monde, et ça m'a permis d'avoir une liberté que peut-être d'autres n'ont pas. Ah, tu fais bien de le dire ça, parce que tu vois, là, c'est une éducation spiritualiste, tu vois? Tout à fait, De dire et on a une âme, et ça fait partie de l'éducation quand je parle des valeurs universelles, hein, parce qu'un des plus grands obstacles qu'on a aujourd'hui, c'est le matérialisme. tout à Donc fait. les enfants, il faut leur dire: «On a une âme», hein, et parce que pendant l'enfance, ils vont l'accepter naturellement, hein, alors que plus tard, ce sera beaucoup plus difficile, et plus tard, ils pourront même rejeter
et dire tu m'as dit qu'on avait une âme, mais aujourd'hui, j'y crois plus. Et ça, bien c'est sûr. son droit. Tu vois, tu fais au mieux, hein, Mais l'éducation, tu fais ce que tu peux. Charles, Et ouais, ensuite, l'enfant, il en fera de toute façon ce qu'il voudra. Il aura son libre arbitre. cette éducation spirituelle a toujours existé. Mon père m'a raconté les contes et légendes alsaciennes. Ah oui. Il existe des contes et légendes alsaciennes où, par exemple, le curé remplit un seau qui est percé et on explique par ça, qu'en fait la vie c'est un éternel recommencement et que, heu, on fait des choses inutiles tout au long de sa vie parce qu'il faut nourrir le corps, parce qu'il faut voilà, mais on n'est pas ces choses-là, quoi. Et j'ai eu cette Mhm. chance d'avoir été éduqué dans le libre arbitre. C'est-à-dire que mes parents étaient très sensibles au fait de laisser le choix aux gens et de laisser Mhm. et ils l'ont appliqué, c'est-à-dire que c'était pas une théorie. C'est-à-dire quand tu es face à des enfants de 2 ans, par exemple, tu peux pas leur imposer. À des enfants de 2 ans, on leur dit pas: «C'est comme ça parce que c'est la maîtresse qui l'a dit». Non, c'est comme ça parce que si tu veux, tu peux participer au groupe de la classe et participer, mais tu n'es pas obligé et comme ça et tout était comme ça. C'est-à-dire que, heu, les enfants font aussi des bêtises. Mais on précisait toujours: «Tu n'es pas la bêtise que tu as faite. C'est un comportement qui est mauvais, mais tu n'es pas ça. Tu peux changer» et il faut laisser toujours, et cette possibilité de changer et mes parents ont pris des responsabilités, communales et ils ont toujours eu cette sensibilité de proposer aux gens de réfléchir et de prendre une décision par eux-mêmes et ils ont été des exemples pour moi de comportement spirituel. Alors, là, tu nous donnes beaucoup d'exemples qu'est-ce que c'est que quelles sont les bonnes méthodes justement d'éducation. Et tout à la fin, hein, tu as dit, mes parents, comment ils se comportaient avec les gens. Donc, l'exemple que les parents donnent aux enfants, les parents violents, hein, les parents qui donnent un exemple de violence à leurs enfants, les enfants, ben après, il ne faut pas s'étonner qu'ils soient violents aussi. Hein. Les enfants suivent beaucoup l'exemple des parents. Les parents qui jettent un papier par terre, l'enfant, il va jeter le papier par terre. Les parents qui ramassent un papier ou qui gardent le papier, qui le mettent dans la poche et qui le jettent etc., l'enfant, naturellement, il aura tendance à imiter les parents. Et une autre chose que tu as dit au début, c'est quand tu disais que quand tu étais enfant, tu voulais pas devenir adulte, tu voulais rester enfant. C'est vrai que j'ai aussi senti ça. Hein, alors, je l'ai senti d'une manière un peu différente. Je me disais, mais si le jour où tu seras grand, est-ce que tu seras vraiment capable d'éduquer des enfants, de travailler, de ci, de ça? Je me posais un peu les mêmes questions, tu vois. Mais par rapport à l'éducation religieuse, donc moi j'ai reçu une éducation qui était catholique, hein, à la fois à l'école, hein, que la première communion, etc., etc. Je suis passé par tout ça, la communion solennelle, le baptême. Bon, le baptême, on ne se rappelle pas, mais et j'allais à l'église. Pourquoi? Parce que ça faisait plaisir à mon grand-père et qu'il y avait toujours une récompense derrière. Mais plus je grandissais, plus je regardais la montre quand j'étais à l'église. Hein. Je trouvais le temps long et tout. Et un peu plus tard, quand je commençais justement à poser des questions, hein, comme tu me disais, voilà, à partir du moment quand je recevais des réponses, non, mais c'est comme ça parce que c'est écrit, donc tu dois le croire, même si tu ne le comprends pas. Et là, ça passait plus. Hein. Donc, même si j'ai reçu une éducation catholique assez marquée, hein, je m'en suis détaché, je suis devenu indifférent à la période de l'adolescence. Tu vois. Le fait est que même quand j'étais en contact avec le spiritisme, j'étais toujours dans cette indifférence. Pas forcément athée, pas forcément matérialiste, mais indifférent par rapport à ces questions-là, en disant, tant qu'il n'y a pas d'éléments qui satisfont ma compréhension, je vais laisser ça de côté. Et c'est ça que Kardec m'a apporté à un moment donné où il y a eu une coïncidence fortuite liée au hasard, hein, qui s'est présentée avec des difficultés qui faisaient qu'on est allé chercher de l'aide quelque part, de l'aide alternative quand la médecine traditionnelle ne fonctionnait plus, voyez. Et c'est comme ça que je suis arrivé au spiritisme. Donc oui, je ne regrette pas, hein, cette éducation catholique, de voir ces belles églises, de sentir ces vibrations, c'est des choses qui me marquent encore aujourd'hui, quoi.
Mais même aujourd'hui, bon, quand mes sœurs étant encore plus, disons, attachées au catholicisme, et puis ma mère qui nous faisait comprendre que ce serait bien qu'on fasse de temps en temps une messe pour elle, eh ben, on fait chaque fois, à l'occasion de son anniversaire, une messe. Et puis j'y vais. Hein. Alors c'est sûr que quand j'écoute le credo, j'essaye je comprends ce que dit le prêtre devant moi, je comprends pourquoi il le dit, mais voilà, je sais que c'est une manière de voir que je ne partage pas. Mais ce que je partage, c'est la bienveillance, la sympathie, les gens qui sont là souriants, qui se serrent la main, qui s'embrassent pendant ce genre de choses. C'est quand même un endroit, voilà, où règnent des vibrations. Hein. On se sent quand même mieux dans une église, même pendant une messe, que dans une boîte de nuit ou dans un bistrot où il y a plein de gens qui boivent et qui fument. Hein. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Hein. Et voilà, donc ce sont les héritages, entre guillemets, de tout ce que j'ai vu, de tout ce que j'ai vécu pendant mon enfance. D'avoir au moins cette ouverture et cette tolérance vis-à-vis de tous ses frères hein, qui partagent, qui professent ces religions-là, même si personnellement je ne partage pas leurs opinions ni leurs méthodes. Voilà. On cherche les bonnes choses, hein, qu'il y a des bonnes choses partout. Hein, si les catholiques ou les protestants ou je ne sais qui, même les témoins de Jéhovah, organisent un jour une action caritative, etc. Mais même en étant spirit, si je partage cette action caritative, j'hésiterai pas à m'y joindre. Hein. J'hésite pas à soutenir l'association de l'abbé Pierre ou des choses comme ça pour les sans-abri, pour venir en aide aux sans-abri, etc. Hein, il faut voir les bonnes choses partout où elles sont. Voilà, avoir cette ouverture. Et c'est pas l'éducation catholique qui m'a bloqué ça. Alors, est-ce que c'est mon esprit qui est venu avec ce bagage? Certainement. Hein. Est-ce que tout ça, ça a été inutile? Je pense pas. Ça m'a été au contraire utile hein, dans mon enfance. Je le ressens encore aujourd'hui. Et voilà, donc ça, je pense que si vous faites cette analyse par rapport à vous, là, vous voyez aussi les choses aussi éventuellement qui nous ont manqué, hein, que mes parents n'ont pas fait ou n'avaient peut-être pas les conditions de faire ou n'avaient peut-être pas les moyens de faire et qui m'ont quelque part manqué et que j'ai développé par la suite, mais un peu tard. Vous voyez? Ce qu'on peut regarder dans ce qu'on nous dit dans le texte là, on peut aussi regarder au-delà. C'est-à-dire que pour l'instant, on ne peut pas se souvenir des vies précédentes quand on est enfant, parce qu'on n'est pas assez développé spirituellement. Mais un jour, quand on aura une, une- une capacité spirituelle supérieure, on aura aussi la possibilité de se souvenir de ce qu'on a fait avant. Parce C'est que ça. on est dans un système où l'ego est très fort, et le fait de s'identifier à du mal ou du bien est très fort. Mais le jour où Mhm. on sera moins identifié à ces postures de mal ou de bien, on pourra avoir accès à nos vies précédentes sans que ça cause problème. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et il faut toujours regarder l'horizon, il faut toujours Ouais. regarder l'avenir. C'est important de voir vers où aller. Mhm. C'est-à-dire que ce qui nous empêche de nous souvenir de nos vies précédentes, c'est notre attachement à la matière, c'est notre attachement à, à une forme de lourdeur, lourdeur de, de identification à je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de mauvais. Quand on n'est plus identifié à ces postures, on peut aller vers les autres de façon plus détachée. Et ça, c'est important. Et ça, on Mhm. l'apprend. C'est ce qui est en train de se passer maintenant. Voilà. Je me souviens pertinemment, par exemple, quand j'étais plus jeune, on était très attaché aux figures d'autorité, les scientifiques, tel homme politique, tel. Maintenant, on s'identifie plus ou moins aux gens, à des figures d'autorité comme ça. On a toujours des figures d'autorité qui nous permettent de nous orienter, mais on est moins dans l'attachement à ces figures d'autorité, et ça nous permet d'être plus libres, de choisir nos pensées par nous-mêmes. Et ça, c'est important. On est en train de changer. Même si, tu vois, ces figures d'autorité,
sont parfois bonnes, hein, des bons hommes politiques ou des bons prêtres ou C'est ni bon ni des mauvais, bons Charles. pasteurs, tu vois. Il y en a quand même besoin de références, de bons exemples qui sont donnés, parce que c'est ça qui fait le leadership naturel. Pourquoi certaines personnes sont admirées par par plein de gens, hein, ben c'est parce qu'ils ont ce leadership naturel de par l'exemple qu'ils donnent, hein. Et c'est ça, je dirais même moi, presque un peu en te contredisant, c'est ça qui nous manque aujourd'hui, d'avoir ces bons exemples, un homme politique intègre, tu vois, qui fait le bien, qui altruiste, C'est hein, plus important de bien se qui comporter que de ça nous manque. s'identifier à quelqu'un. C'est plus important, par exemple, de partager ce qu'on a, les biens qu'on peut avoir. C'est plus important de se sentir responsable. Hein. Par Donner exemple, moi, l'exemple. mes Hein. parents m'ont toujours dit, «Ce que tu manges dans ton assiette, c'est dis-toi bien qu'il y a des gens qui n'ont pas la possibilité de manger, C'est vrai. qui n'ont rien à mettre dans leur assiette et qui se plaignent pas parce que, bah, il y a rien et c'est comme ça et Mmh. ce que tu as dans ton assiette, ce que tu as pris, il faut le manger. Tu gaspilles pas, ne pas gaspiller. C'est C'est vrai. des valeurs qui m'ont été transmises comme ça tout au long Moi, de c'est ma vie. pareil, partie de l'éducation. Voilà, ça fait partie de l'éducation à une certaine forme de conscience qu'on n'est pas seul au monde et qu'on a des responsabilités vis-à-vis des autres. Et et ces valeurs-là, elles sont pas ni religieuses, ni politiques, ni quoi que ce soit. C'est des Ça valeurs fait partie universelles. voilà, c'est des valeurs universelles, tout à fait. Mmh. Et quand tu disais, au fur et à mesure de notre évolution, on se souviendra davantage de nos vies antérieures. Ben, je prends l'exemple de Léon Denis, hein, lui, il disait, il arrivait très bien à se souvenir de ses vies antérieures, hein. Il se mettait dans un état de méditation, de recueillement, hein, et en interrogeant sa conscience, il voyait très bien le militaire dans la grande armée qui servait Napoléon, il voyait très bien après aussi le chartreux studieux dans son monastère, lassé de toutes ces guerres et de toutes ces choses. Il voyait aussi, en regardant encore plus loin, quand il était incarné chez les Celtes, l'influence du celtisme et comment tout ça, ça l'a aidé à réaliser la mission dans sa vie de Léon Denis. Tu vois, et lui, il y arrivait. Bon, parce que bon, voilà, c'était quand même un esprit un peu plus avancé, en tout cas que moi. J'ai un peu plus de mal, mais je sens très bien les travers que j'ai eus dans les vies passées, comme il le dit là, en voyant les tendances qui me restent encore, ceux contre quoi je lutte, hein, en moi-même, hein, et des pensées que je peux avoir, qui heureusement j'arrive à résister, à ne pas passer à l'acte, hein, mais c'est là où on voit, ben voilà, continue. Et après, quand tu dis s'identifier, bon, en quelqu'un de bien ou en quelqu'un de mal, l'identification, je crois qu'elle est plus profitable quand on s'identifie à un esprit incarné en voie d'évolution. Tu vois, cette identification d'un chemin, d'un parcours, d'un travail qui se fait justement vers le futur. Tu vois, de dire, de reconnaître qu'on a des imperfections, hein, de ne pas en avoir honte, même quand quelqu'un te les reproche, de clairement lui répondre oui, c'est vrai, j'ai des imperfections, hein, d'avoir l'humilité de le reconnaître, mais j'y fais face et puis j'essaye de faire de mon mieux, de les corriger et puis de passer à quelque chose de mieux, hein. C'est d'avoir cette conscience de qui on est, d'où on vient, où on est et vers où on veut aller, hein. C'est ça Avoir un qui peu nous... de compassion aussi par rapport à soi-même, Charles, hein. Il faut aussi, Aussi, ouais. s'aimer, il faut aussi accepter Ouais. qu'on ne Non, mais soit pas c'est sûr, parfait il y et a des d'avoir de la personnes, dès que compassion tu leur... par rapport à soi-même, ça permet d'avoir de la compassion par rapport aux autres, hein. C'est ça. Et aimer ton prochain comme toi-même. La Ah personne oui. qui s'aime pas, elle peut difficilement aimer son prochain, hein. Par contre, c'est aimer son prochain comme soi-même. Beaucoup de gens disent, il faut d'abord s'aimer soi-même et après on aime son prochain. Je dis, ah, là, c'est pas tout à fait ça. C'est dès qu'on s'aime un petit peu, il faut aimer un petit peu le prochain. Dès qu'on s'aime un peu plus, il faut aimer un peu plus le prochain. Parce que celui qui s'aime beaucoup et qui n'aime pas son prochain, c'est un égoïste, c'est un narcissique, hein. Donc il faut trouver le bon équilibre là dans tout ça, hein.
Et ce que je vois d'ailleurs aujourd'hui, hein, même dans le milieu spirit, il y a beaucoup de séminaires, de stages psychologiques. Il y en a eu un récemment avec une grande rencontre en Allemagne, là, avec un psychologue brésilien qui vient. Et j'ai quelques échos de la part de personnes qui y vont et en fait, tu te rends compte que ce qu'elles retiennent, c'est auto-amour. Ça veut dire qu'il faut s'aimer soi-même. Hein. D'accord, mais attention, attention. Hein. Si tu t'aimes trop toi-même, ça peut t'amener vers l'égoïsme, vers le narcissisme, vers de l'orgueil, vers quelque chose qui n'est pas forcément le bon chemin. Hein, c'est pour ça que Jésus a été clair. Aimer ton prochain comme toi-même. Si tu t'aimes pas, on ne te demandera pas d'aimer ton prochain. Hein. Mais si tu t'aimes un peu, on te demandera d'aimer un peu ton prochain. Et si tu t'aimes beaucoup, on te demandera d'aimer beaucoup ton prochain. C'est ça, c'est ce chemin-là qu'il faut suivre. Hein. Et pas celui de dire, il faut d'abord que je m'aime moi-même et seulement après le prochain, parce que c'est comme les gens qui disent, il faut d'abord que je gagne de l'argent et après je ferai de la charité. On le voit. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui gagnent de l'argent qui ne font pas plus de charité après qu'avant, hein, ou d'aumône ou autre. Il faut que ça vienne en parallèle. Hein. Il faut que ça rentre dans les habitudes au fur et à mesure. Parce que sinon, Charles, ça peut aller dans le sens contraire que celui qu'on voudrait. la plus grande peur qui est partagée par beaucoup de monde, c'est la peur de ne pas être aimé. Ouais, ouais, ouais. Et et Oh, ouais. ça fait que ça il y a beaucoup de gens qui ont des comportements, heu, qui sont, de Pour soigner les d'attente. apparences et tout ça. Oui, Hein. d'attente, voilà, il y a beaucoup d'attentes. Il faut être, beau, jeune, en forme, voilà, Mhm. parce que, ils ont peur de ne pas être aimés, voilà. Et c'est nos peurs qui nous quand nos peurs nous dirigent, ça fait pas bon ménage avec la spiritualité, quoi. La peur, Et il faut la remplacer par l'intelligence. D'accord? Le pompier, enfin, nous, on a peur du feu ou des explosions. Le pompier, non, il fait face. Il est là pour résoudre les problèmes. Hein. Donc, il a remplacé la peur par l'intelligence. Nous, par exemple, la peur de ne pas être aimé, il faut la remplacer aussi par l'intelligence, en se disant, on a un guide spirituel qui nous aime, plus que tout. Hein, cet amour inconditionnel et tout, c'est ceux qui, en général, la première des choses que racontent les gens qui font une EMI, c'est ça, cet amour inconditionnel, sans jugement, etc. Donc, alors, c'est sûr, le guide, on ne le voit pas, hein, mais on sait qu'il est là et qu'il nous aime. Donc, après, bon, Jésus, il a quand même résisté. Bon, il y avait des idolâtres et tout. Est-ce qu'il l'aimait vraiment? Hein? Il y avait beaucoup d'ennemis, hein, tous ceux à qui il faisait l'ombre et tout. Et il a fini sur une croix. Hein? Donc, tu vois, si Jésus avait eu la peur de ne pas être aimé, il n'aurait pas fait ce qu'il a fait. Et donc, avec l'intelligence, on arrive à se dire, bon, bah, tout ça, c'est secondaire et futile. Les apparences, moi, je m'en fiche. Hein, j'en fais vraiment le minimum. Hein, faut pas sortir en haillons non plus. Mais ce n'est pas ma préoccupation première. Je préfère que les gens m'aiment pour ce que je suis vraiment, plutôt que des gens qui m'aiment pour l'apparence que j'ai, ou pour le statut que j'ai, ou pour hein, les idées qu'ils peuvent avoir sur moi et qui ne sont pas forcément vraies. Voilà. Je préfère quelqu'un qui m'aime avec mes défauts que quelqu'un qui m'aime uniquement pour mes qualités en voulant pas voir mes défauts. Tu vois, ce sera un Charles, amour beaucoup plus fiable, beaucoup plus durable que l'autre qui est souvent éphémère. on va même plus loin que ça, on t'aime parce que tu as des défauts, ça te rend humain. Voilà, hein, c'est ça, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à les reconnaître, ces défauts. Oui, j'en ai. Il y a certains Personne, tout le comportements monde en a même à la limite. Hein. Personne n'est parfait, sinon on ne serait pas là. Et on en a plus ou moins. Et on travaille plus ou moins pour les corriger. Et c'est ça qui compte. Et c'est ça que l'éducation pendant l'enfance doit nous donner. C'est ça qui, par ces tendances instinctives qui nous reviennent, hein, nous fait comprendre le travail qu'on a encore à faire dans le sens de l'évolution. Alors avec une vision comme ça, hein, c'est quand même positif, hein, c'est-à-dire même pas peur. Déjà la peur, hein, on la met de côté, et ensuite de dire on se retrousse les manches et on avance. Il faut toujours se dire qu'on est un vieil enfant. C'est ça, on est des grands enfants. Ouais, bah, oui, il faut garder cette ouverture sur le monde, cette ouverture de Mhm. l'enfance et ça, c'est chouette
Et par contre, bon, voilà, on est d'anciens jeunes ou de nouveaux vieux, c'est comme on veut. On est des esprits jeunes, hein, on est encore au stade 2 sur 10, hein, tu vois, dans l'évolution, en phase avec l'évolution de notre planète. Mais on veut passer au stade 3, hein, on veut passer au monde de régénération. Il y aura un meilleur équilibre entre le bien et le mal. Voilà, ben, il faut qu'on travaille pour y passer à ce stade, hein, pour mériter de rester là. Il ne faut pas qu'on soit encore obligé d'expier, par exemple, de souffrir une guerre sur une planète où il n'y aura plus de guerre. On ne pourra plus faire ça ici. On sera bien obligé d'aller ailleurs pour expier ça, hein. Donc, faisons ce qu'il faut pour mériter de rester là, hein. Et aidons nos enfants par l'éducation, hein, à comprendre ça, à faire aussi, eux, ce qu'il faut pour mériter de rester là, hein. Ouais, tu parlais du gaspillage, c'est un beau sujet, ça, en ce moment, hein, avec la rarification croissante des ressources naturelles qui va maintenant, on la sent, hein, elle ne nous affecte pas encore, mais on sait très bien que ça va aller croissant et que ça va nous affecter de plus en plus, hein. J'ai encore vu à la télé, je ne sais pas, c'était hier, des plantations et des vignes complètement détruites par les orages de grêle qu'il y a eu je ne sais où en France, hein. Bon, ben voilà, il y aura les inondations dans le sud du Brésil, il y a avec toutes les cultures qui ont été détruites, il y aura de plus en plus ce genre de choses, hein, il va falloir se serrer la ceinture. Mais ce que je suis en train de tester en ce moment, c'est de manger moins, manger la moitié. Et je me sens beaucoup, beaucoup mieux, hein. C'est vraiment quelque chose en accessoire. Les 5 kilos que je voulais perdre, il y en a déjà 2 qui sont partis, donc je suis encouragé parce que en quelques semaines, hein, voilà. Mais prenons ces bonnes habitudes maintenant, même si on est déjà adulte, hein, même si on sait que, voilà, pour les vieux comme moi, les années qui me restent à vivre, je ne serai pas forcément obligé de faire face à des situations aussi difficiles que ça, seulement dans une prochaine vie. Mais par contre, mon gamin, c'est maintenant qu'il faut que je mette l'effort pour lui dire attention, 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 hein, voilà. Tiens, je vais te raconter quelque chose. Vous ne le dites à personne, évidemment, hein. Non, non, non. On est enregistré, hein, ouais, On, on est entre nous. Quand j'étais en famille, un de mes enfants voulait absolument un poulailler. Bon, on a construit un magnifique poulailler. On a récupéré 3 coqs et une poule. Évidemment, c'était pas trop équilibré. Ah non, On a fait trop, ce qu'on pouvait, ça fait quoi, du parce bruit le matin, ça. qu'on n'était pas vraiment des paysans dans l'âme, ça c'est clair. Et bon, on a élevé ces poules et puis on leur donnait du grain à manger, mais on s'est dit: «Bah, pourquoi pas récupérer derrière les magasins des choses qu'on jette?» Donc on a été dans le magasin bio où on allait régulièrement et ils nous ont dit: «Bah, on vous met de côté les vieilles salades qu'on va jeter». Donc on a récupéré des vieilles salades pour les poules et puis on s'est dit: «Bah, mince alors». Une fois qu'on a retiré les feuilles qui étaient un peu flétries autour, les cœurs de salade sont magnifiques. Ah bon, bah, on a dit: «Bah, on récupère les cœurs de salade pour nous». Et puis, de fil en aiguille, on a récupéré, un peu de pain pour les poules et puis on s'est dit: «Mais ce pain, il est emballé dans du plastique, il est complètement, il est filmé quoi, si on l'humidifie un petit peu et puis qu'on le recuit, bah, il est bon». Ah, on a mangé finalement le pain qu'on devait jeter. Pauvre poule, elle était pas bien nourrie, hein. En plus, il y avait 3 coques. Mais après, le problème, c'est que ton boulanger ou ton Ouais, épicier, pourquoi il le faisait pas avant? C'est parce que justement, les gens s'y retrouvent et finissent par acheter alors moins, ça joue contre eux, tu vois? tout Et ça c'est pour pour ça dire qu'il que a fallu faire une loi maintenant, ouais, hein, il y a une ouais, loi qui tout à les fait, oblige à faire. Et bien moi, je vois sûr. mon gamin, donc ça, c'est quelque chose que je l'encourage à faire. Il a des copains, ils ont une appli, hein. Quand ils vont faire leurs courses, ils disent comment l'appli leur dit ce qu'ils peuvent trouver où dans justement ces surplus qu'il y a dans différents. Alors ils Ça, vont c'est très chercher bien. ça ici, l'autre dans le Ouais, supermarché d'à côté, l'autre ici, et ils s'alimentent que comme ça.
avec des choses. Alors, ils payent, je ne sais pas, le 10e du prix, ils payent un peu quelque chose. Et donc, ça, j'ai dit à mon gamin, tu vois, là je sens Confiance. je sens une. Voilà, Stéphane nous a donné le nom de l'appli. Là, il y a une attitude durable, hein, une Ouais. attitude d'avenir, Tout quoi. ça pour dire qu'en fait, pendant plusieurs années, bah, j'ai nourri ma famille sur les surplus d'un magasin bio. Parce qu'en fait, il y avait dedans, il y avait du tofu qui avait, allez, 2 jours de date de dépassement, comme mon fils voulait pas manger, de la viande animale, donc il était, végétarien, donc le tofu, ça lui allait. Et on a en fait, de fil en aiguille, à partir de ces poules qu'on voulait élever, on s'est rendu compte qu'il y avait des surplus alimentaires, et qu'on jetait beaucoup et que les magasins bio étaient peut-être mal gérés et qu'on a pu pendant au moins 5 ans nourrir notre famille, pas exclusivement avec les produits qu'on récupérait derrière le magasin bio, mais disons à au moins à 80, à quat allez, entre 50 et 80 de ce qu'on récupérait était, voilà, c'était, des choses qui étaient mangeables, quoi. Et Ouais, on s'est rendu compte là vraiment de l'impact que les magasins avaient sur la qualité des produits. Alors, ça pouvait être un chou qui avait juste une petite tache, ouais, des choux romanesco là, un petit peu qui avaient une petite tache, ben, on enlevait la petite tache et puis on mangeait le chou. Il y avait pas de problème ouais. et les gens se sentaient honteux. Alors ce qui était paradoxal, nous, on avait les moyens franchement de se nourrir dans un magasin bio, c'était pas le problème. Mais il y avait des gens qui étaient pauvres, pour le dire comme ça, et qui se sentaient coupables d'aller récupérer les produits abîmés derrière le magasin. Et on avait le Mhm. téléphone des uns et des autres, on s'appelait pour récupérer. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, les gens qui avaient les moyens, bah, se sentaient pas coupables de récupérer les produits bio, abîmés derrière le magasin, mais ceux qui étaient pauvres se sentaient coupables de récupérer. C'est paradoxal, hein? C'était Ben comme oui, ça. et c'est là où l'éducation justement peut aider, tu vois, parce qu'on se sent coupable, parce que ben on a peut-être reçu une éducation qui allait dans le mauvais sens, quoi, qui nous Mais disait pour certains, faut. c'était un besoin, Charles. Et Ouais. tu comprends? Ceux qui étaient dans le besoin de récupérer parce qu'ils n'avaient pas de sous, se sentaient coupables. Nous, on avait de l'argent et on récupérait quand même et on se sentait moins coupable. C'est comme si le fait d'être pauvre et ça rendait les gens coupables d'être pauvres, quoi. Ou d'être au chômage, on est coupable d'être au chômage. Et cette société est très dure vis-à-vis des gens Ouais. qui sont au bas de l'échelle, hein. C'est une société qui culpabilise les gens de ne pas Mhm. avoir, quoi. Le C'est regard de terrible. la société, comme nous dit Stéphane. Ouais. Mmh. Mais c'est ça. Alors, à Belfort, par exemple, ils viennent, enfin, ça fait 1 ou 2 mois maintenant qu'ils ont installé des nouvelles bennes, justement, pour les résidus alimentaires, hein. Et donc, ces résidus alimentaires sont récupérés et sont envoyés dans un biodigesteur, hein, qui est centralisé, il est en Alsace quelque part, et ils font du biogaz, hein. Et puis, le résidu de la biodigestion, ça sert d'engrais pour l'agriculture. Donc, il y a déjà ce genre de réflexe. Mais malgré ça, là, on a eu au niveau du quartier, à cause des travaux, là, un peu de difficulté pour centraliser les poubelles. Mais des fois, quand je vois des sacs poubelles de gens je vois, enfin, que quand ils sont éventrés, tu vois ce qu'il y a dedans, tu te dis, mais punaise, il y a des gens qui sont beaucoup plus modestes que toi, hein, en termes de revenus ou autres, et qui jettent 10 fois, 100 fois ce que toi tu jettes, quoi. C'est, c'est là où, pareil, c'est l'éducation, les gens qui consomment, tous ces produits qui viennent de Chine, tu vois, tu les utilises un petit peu, puis très vite ça casse. Bon, non, on doit revenir à des modes de consommation qui sont beaucoup plus durables, ça c'est clair. Et ça fait aussi partie de l'éducation qu'on doit donner à nos enfants et aux jeunes aujourd'hui. Et ils le comprennent, hein, parce que ils s'y mettent. Et puis le fait qu'il y ait des applis, le fait que les lois aillent dans ce sens, je vois ça de façon très très positive. Parce que tout ce que tu consommes pas, en fait, c'est de la pression en moins sur la demande. Donc, si tu as beaucoup de demandes, les prix montent.
quand les prix montent, ben, ils montent chez nous, mais ils montent aussi dans les pays pauvres. Et on voit qu'en ayant des attitudes responsables au niveau de la consommation, il y a quelque part un effet global qui fait qu'il y aura un meilleur partage, qu'on le veuille ou non. Et là, surtout que comme il va y avoir une pression dans la production à cause des aléas climatiques, voilà, que l'énergie devient de plus en plus, est devenue déjà plus chère, mais va devenir encore beaucoup plus chère qu'elle ne l'est aujourd'hui. Ben, autant, dès aujourd'hui, voilà. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que j'aille mettre une bûche de bois dans la cheminée. Tu vois le bois que j'ai récupéré dans la forêt qui est à 200 mètres. Hein. Donc, je vais voir le garde forestier, il m'alloue un truc, il remplit un papier, après je reçois une facture du percepteur, mais c'est 8 € le mètre cube, hein, je ne sais pas si vous voyez, mais nettement moins cher que quand vous achetez du bois, même déjà préparé, façonné, c'est 60-70 € le stère. Hein, alors qu'un mètre cube, ça fait déjà 1,3 stère, donc il y a un facteur 10 dans le prix, quoi. Mais bon, c'est sûr, c'est vrai que maintenant j'ai le temps, hein, il faut aller le chercher, il faut le couper, il faut le fendre, il faut le ramener, il faut l'empiler, le laisser sécher, et ensuite il faut le récupérer, aller mettre de temps en temps une bûche sur le bois. Mais je le fais vraiment avec... et ça aussi, c'est l'éducation de mon père. Mon père le faisait déjà, ça, hein, parce que lui, il avait hérité ça de la guerre, quand il n'y avait rien. Hein, et donc, j'ai gardé ça, et puis ben, tant que je pourrais le faire, je le ferai. Voilà. Et Juste mon raconter gamin qui quelque me voit chose le sur... faire, voilà, ça va. J'avais une voisine qui était adorable, une petite grand-mère hein, dans un petit village, et qui était toujours très curieuse de ce qu'on faisait, parce que mes parents étaient instits et profs, et donc elle était toujours curieuse de ce qui se passait. Donc elle demandait: «Est-ce que je peux venir voir?» Elle était curieuse, hein, et mes parents l'accueillaient avec grand plaisir. Et elle nous racontait la vie qu'elle avait eue avec son mari dans ce village. Et en fait, c'était des gens qui étaient tellement pauvres qu'ils allaient récupérer le bois, je pensais à ce que tu disais, le bois mort. Ils avaient le droit, il y avait un droit là-dessus, Ouais. d'aller récupérer le bois mort dans la forêt. Pas le Mm. bois sur pied, hein, on est bien d'accord, Ouais, qu'on ouais. laisse sécher. Et Alors, elle s'est chauffée toute sa vie avec du bois mort. Et c'est des gens ouais. qui vivaient ils étaient extrêmement modestes, mais heureux. Tu vois, Voilà. non? Ils sont heureux et s'il y a une guerre qui vient ou une crise, ben, trouveront toujours du bois mort sans problème. Aujourd'hui, d'ailleurs, ce genre de choses, on ne peut plus. Hein. J'ai demandé au garde forestier, ça n'existe plus. Hein. Aujourd'hui, il faut que tu ailles, tu demandes, il fait une feuille et puis il te donne, tu vois, il laisse plus les gens comme ça ramasser. Mon père, il avait une carte de bois aussi, tu vois, où tu avais le droit de ramasser jusqu'à un certain diamètre, etc. Mais aujourd'hui, c'est plus ça, quoi. Hein, ce genre de choses a disparu parce qu'en fait, les gens, ils y allaient, mais ils ramenaient toujours des choses qu'ils ne pouvaient pas ramener, quoi. Hein. Et puis, voilà, la forêt communale, le bois appartient à la mairie, et puis ça leur fait quand même une source de revenus, quoi. Hein, donc, mais bon, on arrive quand même à le faire, et puis pour des prix très, très modiques, voilà. Donc, ce sont ce genre d'habitudes qu'il faut qu'on prenne de plus en plus et qu'il faut qu'on inculque à nos enfants. Alors, c'est déjà l'admis, hein, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Encore une fois, merci à tous d'être revenus. Pour moi, c'est toujours un plaisir d'être ensemble. Et on remercie aussi les esprits qui étaient là avec nous aujourd'hui pour nous faire comprendre, essayer de nous toucher le plus possible dans notre cœur pour que ça puisse nous aider sur notre chemin évolutif. Voilà. Ben, je vous souhaite un excellent dimanche, une excellente semaine. La semaine prochaine, on verra le module 6, donc la pluralité des mondes habités. Hein, le fluide cosmique universel, matière et esprit. Hein, et donc, pour ceux qui seront à Végimont, ce sera dans la salle araignée. Hein. C'est la salle qui est sous le toit où le réseau il est suffisant pour pouvoir se connecter. Voilà. Donc, merci à tous et excellente semaine et puis à bientôt. À bientôt, bon Merci dimanche. Charles. Bon dimanche à tous. Merci Charles. Bon dimanche.